Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez Ziana TV, la chaîne de la diaspora. C'est l'entretien du jour. Mon invité est Monsieur Patrick Gabriel Dion. Monsieur Dion, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération PCT France et vous venez avec nous partager par rapport à l'actualité congolaise. Alors, Monsieur Dion, comment va la Fédération PCT France? Eh bien, la Fédération PCT France se porte très bien. Nous nous retrouvons dans une période post-électorale. Il y a eu les élections. L'activité est un peu plus ou moins au ralenti, mais elle se porte très bien, la Fédération. Alors, elle se porte très bien, c'est peut-être un euphémisme, puisque votre actualité n'est pas aussi rose que ça. Ces derniers jours, vous avez vu, comme nous, et vous avez démenti un appel, l'appel du 18 juin, interprétant l'appel de De Gaulle. Cet appel a été signé par vos camarades, initié par Isaac Diomali Senga, membre de la commission ad hoc du PCT, et dans cet appel, les signataires demandent la libération des prisonniers politiques au Congo. C'est donc il y a un fait qu'aujourd'hui, le PCT France reconnaît qu'au Congo il y a des prisonniers politiques, alors qu'à Brazzaville, on dit que c'est des prisonniers, je dirais, en fait, ordinaires. Je vais vous répondre en vous disant d'abord ceci. Monsieur Diomali Senga Isaac a atteint le fond et il continue toujours à creuser. En effet, M. Diomali Senga, que j'ai remplacé, il est là 2 ans, il était le président du PCT France, et suite à une élection, c'est moi qui suis passé donc président actuellement, il n'a rien à faire, rien à dire, et il veut se mettre donc en lumière. Voilà pourquoi, dans son petit coin, il a boutiqué, il a réfléchi, il a conçu son petit papier qu'il appelle l'appel du 18 juin, et sans aucune concertation, aucune, avec personne d'ailleurs. Il a mis une liste des individus et voilà. Donc c'est pour dire que je m'insurge en disant à M. Diomali Senga qu'il a fait usage de faux et usage de faux. Il est dans le faux non seulement sur l'usurpation d'identité, puisqu'il cite des noms des gens avec lesquels ils se sont entendus au préalable. D'une part, d'autre part, il fait usage de faux parce qu'il utilise le papier en tête du Parti congolais du travail, alors qu'il était parti de cette famille politique, il est au niveau de l'opposition. Il a fait usage de faux en utilisant également non seulement le papier en tête, mais également la qualité. Il n'a plus qualité de président du PCT, il n'a plus qualité de membre du Parti congolais du travail. Mais il est en train d'utiliser des qualificatifs qui ne lui appartiennent pas en faisant des affirmations fallacieuses et mensongères. En réalité, le Parti congolais du travail, comme nous l'avons dit en France, ici, comme nous l'avons dit dans notre démenti, est uni et derrière son excellence, le président Denis Sassou Nguesso. Le PCT Île-de-France a fait un démenti catégorie là-dessus. Le PCT Interrégion a fait un démenti là-dessus. La commission Europe, PCT Europe a fait un démenti là-dessus. Et nous-mêmes, au niveau du secrétaire fédéral, nous avons également, par la voix du camarade Oko Juste Prudence, notre porte-parole, nous avons fait un démenti là-dessus. Et je profite de votre antenne, de votre plateau, pour dire avec la dernière énergie que M. Diomali Senga est dans le faux et il continuera dans le faux. La famille politique que je dirige est unie et nous sommes tous derrière le président Denis Sassou Nguesso. Alors, tous derrière Denis Sassou Nguesso, Diomali Senga dans le faux, c'est une chose, c'est vous qui le dites. Quand on lit son texte, on est quand même dans le bon sens aujourd'hui. Le Congo est en crise. Diomali Senga demande à ce que les prisonniers soient libérés. Vous dites qu'il n'est plus membre du PCT. À ce que je sache, lui non plus n'a pas donné sa démission du PCT. C'est un peu comme les camarades que vous gérez aujourd'hui. Quand vous prenez le cas de M. Okombi Salissa, que vous connaissez bien, qui n'est plus sans doute plus au comité central, qui a été candidat mais qui reste membre du PCT, cela signifie quand même qu'aujourd'hui, en vous entendre, le PCT ne tolère plus en fait des voix divergentes. Le ridicule ne tue pas, hein, dit-on. Monsieur Diomali Senga le sait très bien. Hein. En octobre 2015, lors de mon débat que j'ai eu avec M. Charles Zakari Boao, au cours de ce débat, M. Charles Zakari Boao a dit ouvertement qu'il sort de cette formation politique qui est le PCT. Et la semaine qui a suivi, il y a eu une réunion au niveau de la commission Europe, PCT Europe, au cours de laquelle M. Diomali Senga a dit ouvertement qu'il sort de cette famille politique qu'on appelle le PCT pour rejoindre l'opposition et particulièrement rejoindre M. Charles Zakari Boao. Donc, il a signé son acte de sortie officielle du PCT. Il y a un procès verbal qui l'atteste. Il est vrai, par ailleurs, qu'il n'a jamais fait une lettre de démission en tant que telle, oui. Mais verbalement, acté par un procès verbal, il est sorti du PCT. Et on l'a vu
plusieurs fois, jusqu'au jour d'aujourd'hui, s'afficher non seulement avec M. Charles Zakari Boao, qui est son mentor, mais également avec les amis, les compatriotes de l'opposition, notamment du FOCAD, notamment de l'IDC, notamment de l'opposition au niveau de la place de Paris. Dans toutes les manifestations, on le voit. Donc, un minimum de cohérence serait suffisant pour lui faire comprendre que dans les actes, tu es avec l'opposition, et dans la rhétorique, dans le discours, tu es avec le parti qu'on y travaille. Il faut bien faire son choix. Est-ce qu'il aurait encore sa place aujourd'hui, puisqu'il demande au parti de revenir à la raison, notamment sur la question des politiques? Le Parti congolais du travail est une formation politique qui est ouverte à toutes les tendances. Et au sein du parti, parfois, il y a des divergences d'opinion, ça existe, hein, jusqu'à ce qu'effectivement la ligne officielle soit tracée. Donc, si M. Dju Malisenga revient à de bons sentiments, veut revenir dans la formation politique qui était la sienne il y a plusieurs années, il sera toujours le bienvenu. Toujours le bienvenu. Aujourd'hui, ce texte, vous l'avez écouté, mais vous l'avez lu. Je parlerai aujourd'hui dans le bon sens. Est-ce que vous partagez certains points de vue là-dedans, notamment pour apaiser le climat politique aujourd'hui au Congo, qu'on puisse libérer les hommes et les femmes qui ont fait l'objet d'arrestations depuis le référendum jusqu'à ce jour? Écoute, nous avons une justice au Congo. Laissons la justice faire son travail. Les hommes politiques, dans la nouvelle constitution qui a été mise en place, même l'ancienne d'ailleurs, il y a un article qui concerne la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif est séparé du pouvoir judiciaire, qui lui-même est séparé du pouvoir législatif. Donc, moi, en tant qu'homme politique, le parti qu'on y travaille, qui est le parti du Japon, ne peut pas s'immiscer dans les affaires judiciaires. Donc, s'il y a des gens, il y a des Congolais, des compatriotes qui ont commis des infractions, soit-elles délictuelles, criminelles ou contraventionnelles, et qui ont été chopés par la justice, qui sont en train d'attendre un procès, ben, ils attendront le procès, et après le procès, la justice fera tracera sa vérité, et ils sortiront de prison. Bon, maintenant, les prisonniers politiques en tant que tels, moi personnellement, c'est vrai, nous sommes dans une conjoncture qui souhaite un apaisement, bien sûr. Le souhait de tout homme politique, c'est que dans un pays, nous puissions avoir effectivement qu'il n'y ait pas de prisonniers politiques en tant que tels. Mais si ces prisonniers politiques posent des actes qui relèvent des infractions criminelles, je pense que la justice est obligée de passer par là. Avant qu'on ne reparte sur Brazzaville, on va toujours rester ici sur Paris. Patrick Gabriel Dion, la Fédération PCT France a connu pas mal de petits soucis depuis le dernier voyage du président de la République, notamment des problèmes liés à l'argent, qu'il y a eu de l'argent, des gens qui ont été plus ou moins agressés parce que l'argent donné pour accueillir le président n'avait pas fait. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre, tout ça est derrière vous? Le processus est en cours. Le processus est en cours et je me permets même de vous dire que là, nous sommes en train d'aller vers le lavage des mains en famille. Nous allons laver notre linge sale en famille. Nous avons la présence ici de notre secrétaire général, le camarade Pierre Ngolo, qui va donc finaliser cette triste situation. Donc, ce qui signifie quand même qu'aujourd'hui, ça a été pris en compte et surtout, vous en avez conscience que cela ternit quand même l'image du PCT. Nous en avons conscience et nous savons aussi que toute organisation humaine reste perfectible. Alors, en attendant qu'on trouve de la perfection, à Brazzaville, aujourd'hui, il y a un homme qui est en train de réclamer sa liberté, c'est Jean-Marie Michel Mokoko, ancien candidat à la présidence de la République. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette arrestation ternit l'image du Congo, notamment par rapport aux libertés politiques et surtout à la liberté d'action de l'opposition? Moi, je m'inscris en faux dans cette assertion selon laquelle l'arrestation du candidat malheureux Jean-Marie Michel Mokoko ternirait l'image internationale, l'image de la République du Congo. Non, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que le fondement de son arrestation est bien juridique. Le fondement est objectif. Il est accusé de globalement de quatre chefs d'accusation. Le premier chef d'accusation, on dit détention illégale des armes de guerre, détention illégale des munitions de guerre, atteinte à la sécurité intérieure et préparation d'un coup d'État. Bon. Donc, les chefs d'accusation étant importants, sérieux, avérés, puisqu'il y a des éléments de son et d'image, donc vidéo qui passent sur Internet qui l'approuvent,
Donc je pense que laissant le léger d'accusation, disais-je, étant vraiment objectif, étant sérieux, il est tout à fait normal en tant que citoyen lambda qu'on puisse l'arrêter, le traduire en justice, et la justice va démontrer sa culpabilité ou sa non-culpabilité. Je rappelle en passant qu'au jour d'aujourd'hui, il est en détention, c'est vrai, mais il continue à bénéficier de la présomption d'innocence, puisqu'il n'a pas encore été jugé. Alors, pas encore jugé, et pourtant, dans l'opinion, notamment au sein du pouvoir de Brazzaville, on a l'impression que le procès est déjà fait, puisqu'au jour le jour, on se rend bien compte que même si le dossier a des éléments, comme vous dites, des éléments probants, mais c'est des éléments qui ne sont basés sur pas grand-chose. Quand vous avez une cassette qui date de 2007, une affaire qui ressort en 2015 alors qu'on est en pleine élection présidentielle, est-ce que vous pensez que le pouvoir de Brazzaville a usé d'un opportunisme en fait pour pouvoir désormais le prendre dans ses nasses? Oh ben, je ne pense pas, parce que le pouvoir de Brazzaville n'a pas peur de M. Jean-Marie Michel Mokoko. Pourquoi? Il n'a aucune assise politique, il n'a aucun parti politique, il n'a aucune expérience en matière politique, bien que je lui reconnaisse son expérience et son expertise militaire. Alors, si pendant la période de l'élection présidentielle il n'a pas été arrêté, bien qu'on connaissait le dossier, puisqu'il date de 2007, notamment sur la préparation du coup d'État, c'est tout simplement parce qu'on ne voulait pas que l'opinion nationale et internationale puisse croire que le pouvoir de Brazzaville a peur de M. Jean-Marie Michel Mokoko en tant que candidat. Donc il a bénéficié de ce que je pourrais dire une sorte d'immunité électorale. Hein, voilà, et on attendrait la fin de l'élection présidentielle pour que la justice puisse suivre son cours. Par ailleurs, n'oublions pas, M. Sir Makosso, que la politique a son calendrier, la justice en a le sien. Alors, en attendant que la justice puisse déployer son calendrier, on a bien compris qu'aujourd'hui, la situation congolaise est quand même assez confuse, et on voit aussi la crispation actuelle est liée à la personne même directement de Jean-Marie Michel Mokoko. Patrick Gabriel, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cet homme devrait recouvrir sa liberté si nous voulions, avant qu'on aborde avec vous, aller d'une manière apaisée à ce dialogue que tout le monde appelle de ses voeux? Mais cet homme était libre, hein? Il était libre depuis des années et des années. Puisque ces derniers mois, il est resté... Pour sa propre sécurité, oui. Il n'est pas le seul, pour sa propre sécurité, la justice avait pensé qu'il soit en résidence surveillée. Parce que c'est un homme politique de grande envergure, comme le sait, candidat malheureux à l'élection présidentielle. La justice avait pensé qu'il soit en résidence surveillée pour ne pas... pour éviter des troubles dans le pays. Bon, maintenant là, il est en détention provisoire, il a la maison d'arrêt. Je pense que, conformément au calendrier judiciaire, lorsque le moment sera venu, son procès aura lieu. Si, comme ses avocats le disent, comme l'opposition le soutient, si dans son dossier il n'y a rien, s'il n'y a aucune preuve comme quoi il préparait un coup d'État, ou comme nous l'avons entendu dire, dit-on que cette histoire avait été réglée à l'amiable en 2007, si tout ceci est prouvé par ses avocats que je considère qu'ils sont compétents, si on le prouve, si on prouve qu'il ne détient pas des armes de guerre, il ne détient pas des munitions de guerre, si le dossier est vide, mais il n'y a pas de raison, nous sommes dans un état de droit, il sera libéré, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai aucune crainte sur la justice congolaise. Je pense que nous avons une justice qui est compétente, nous avons une justice qui est autonome, qui est libre. Elle fera son travail et, le moment venu, M. Jean-Marie Michel Mokoko, s'il est estimé innocent, il sortira de prison. Alors, permettez-moi de remettre un peu en doute quand vous dites que la justice congolaise est libre, parce que quand on entend le ministre de la Justice, M. Pierre Mabiala, donner des injonctions quand même au procureur de la République, M. Ngakala, en lui disant voilà, qu'il faut accélérer le procédure, notamment celle de M. Jean-Marie Michel Mokoko, on peut quand même se demander, est-ce que là, on est dans une justice libre ou une justice inféodée? Je me permets de vous dire ceci. Il vous souviendra que dans la nouvelle constitution actuelle, monsieur le ministre est dans ses prérogatives. Il peut saisir la justice, il peut demander à ce que la justice puisse être accélérée. Il est dans ses bottes, il est dans ses prérogatives en tant que ministre de la Justice de pouvoir saisir, demander à ce qu'on puisse... Ça c'est pas une solution en tant que telle. Et cela ne met pas en cause l'indépendance de la justice. Je rappelle en passant que dans la nouvelle constitution actuelle, il y a bel et bien séparation des pouvoirs. Ce qui n'empêche que le ministre Mabiala, dans ses prérogatives, puisse demander l'accélération de la justice. Alors vous suivez avec nous l'actualité du côté de Brazzaville. Il y a aujourd'hui un climat plus ou moins
je dirais, de tension, pas seulement de tension politique, mais aussi un peu de tension, je dirais, militaire, puisqu'on voit, vous l'avez vu déjà, le député Idever Moani se présenter devant la forêt d'Apatdoua du côté du stade Massamba Débat, avec des hommes derrière, menaçant, disant, mais voilà, désormais, il faut accompagner le président de la République, non plus en donnant l'opportunité aux uns ou aux autres. Est-ce qu'aujourd'hui, ce climat plus ou moins délétère, en fait, où les gens se méfient des uns des autres, vous inquiète, vous, Patrick Gabriel Dion? Le souhait, c'est que dans un pays qui aspire à l'émergence, qui aspire au développement économique, que nous puissions avoir un climat apaisé. Mais cela ne m'étonne pas du tout dans la mesure où, après l'élection présidentielle, il y a eu un climat de suspicion sur les résultats, alors que les résultats, alors que l'élection présidentielle s'est passée dans de très 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 bonnes conditions. Je souhaiterais bien sûr pour mon pays, et je prie tous les jours pour cela, qu'effectivement nous puissions avoir un climat de paix, un climat apaisé, qu'il ne puisse pas avoir de suspicion, qu'il ne puisse pas avoir des militaires ou des milices, comme vous dites, de gauche à droite, que les gens puissent, que la liberté de circulation des biens et des services, des personnes puisse être préservée, de telle sorte que nous puissions effectivement donner la possibilité au nouveau gouvernement qui a été mis en place de travailler dans le sens de l'émergence du pays. Patrick Gabriel Dion, qui veut du dialogue au Congo? Est-ce le PCT qui se retrouve contre le mur, qui n'a plus vraiment le choix? Est-ce l'opposition, selon vous, qui voudrait peut-être partager le gâteau avec le pouvoir? Quand on voit la situation actuelle, on se demande quels sont aujourd'hui les arguments qui feront en sorte que vous, au PCT, vous disiez que désormais, il faut qu'on se retrouve, qu'on parle, parce que quand on a vu quand même ce climat où il y a eu des antagonismes assez sévères. Le PCT n'est pas contre le mur. Le gouvernement non plus n'est pas contre le mur. Il vous souviendra qu'il fut un temps où le PCT a appelé de tous ses voeux, le gouvernement a appelé de tous ses voeux, le président de la République a appelé de tous ses voeux et a mis en place un dialogue national. Au cours de ce dialogue national, où nous devons laver le linge sale en famille, trouver les voies et moyens pour résoudre la crise, le climat délétère qui préexistait au Congo, une partie de l'opposition avait accepté cette main tendue du gouvernement, du président de la République, du PCT et de tous les partis de la majorité présidentielle. Une partie de l'opposition, disais-je, avait accepté et est venue aux assises, est venue au dialogue. Et nous avons eu les résultats. Mais une partie de cette même opposition n'avait pas accepté. Ils ont fait la politique de la chaise vide. Je l'ai dit encore à certains opposants que j'ai eu, avec lesquels j'ai eu à débattre, et sur France Africa 24 et sur Africa numéro 1. Aujourd'hui, nous avons cette situation que vous déplorez. Nous le déplorons aussi, cette situation qui donne naissance à un climat assez délétère, un climat de suspicion dans le pays. Aujourd'hui, on constate que l'opposition demande de tous ses voeux qu'il y ait un dialogue. Donc c'est pas le PCT alors. Nous sommes d'accord, nous le PCT, oui. Lorsque il y a des camarades, des compatriotes qui souhaitent un dialogue, qui souhaitent une discussion, pour que nous puissions retrouver la paix, pour que nous puissions trouver une solution au dialogue, une solution de communication, une solution apaisée à ce climat, nous ne pouvons être que d'accord. Donc nous sommes partants pour un dialogue, il n'y a pas de souci. L'essentiel est que l'objectif soit atteint, notamment la paix en République du Congo. Il y a un homme que vous connaissez bien, c'est Charles Zakari Boao, avec lequel vous avez déjà débattu. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, quand on entend certains tenants du pouvoir, qu'il est l'obstacle à ce que ce dialogue puisse se faire aussi rapidement, parce que les positions qui sont les siennes par rapport à la plateforme IDC FOCAD sont assez radicales et parfois amènent à une certaine exclusion par rapport aux acteurs qui devraient mener ce dialogue? Monsieur Charles Zakari Boao, c'est un grand frère. Il était, jusqu'à très récemment, membre du bureau politique, membre du comité central du Parti communiste du travail. Donc c'est un compatriote, c'est un grand frère que je respecte beaucoup compte tenu de sa valeur intellectuelle. Aujourd'hui, moi ce que je refuse dans son discours, ou dans celui qu'il incarne pour l'ensemble de la plateforme de la majorité présidentielle, de l'opposition, notamment le FOCAD et l'IDC, c'est de vouloir une chose et de vouloir également son contraire. C'est-à-dire, ils veulent d'un dialogue, ils veulent d'une discussion, ils veulent qu'on puisse communiquer pour trouver une solution, je dirais à l'amiable, une solution concertée pour la situation que traverse le pays, mais en même temps, ils excluent un certain nombre de personnes. Ils disent que voilà, nous on veut le dialogue, mais sans le président Denis Sassou Nguesso. Mais ça n'est pas possible, on ne peut pas vouloir du dialogue dans un pays qui est gouverné, qui est dirigé
qui a un président, sans le président, sans le gouvernement. Ça ne marche pas. Là, je ne suis pas d'accord avec lui. Par contre, s'il veut un dialogue où toutes les parties prenantes seront présentes, moi je suis d'accord avec lui, il n'y a pas de souci. Et cette condition aussi par rapport à l'implication de la communauté internationale dans ce dialogue, est-ce que vous êtes partant? Moi je ne suis pas partant, moi je pense que nous sommes de grands garçons. Hein, nous sommes de grands garçons, le Congo est un pays autonome, un pays indépendant depuis 1960. Le Congo peut résoudre ses problèmes sans la communauté internationale. Donc, cette histoire de faire appel aux Européens, aux Occidentaux, de venir superviser toute discussion, c'est montrer que, politiquement parlant, nous ne sommes pas mûrs. Or, je suis convaincu que ce soit lui, M. Charles Zakari Boao, que ce soit l'ensemble de l'opposition, mieux encore, toute la majorité présidentielle, nous sommes politiquement mûrs. Le peuple congolais est politiquement mûr, capable de pouvoir... Or, nous l'avons fait en 1992, nous l'avons fait dernièrement à Sibiti, donc il n'y a pas de raison que nous puissions mettre en place un dialogue sans la présence de la communauté internationale. Moi, je ne suis pas d'accord. Alors, donc pour vous, ni ONU, ni UA, ni OIF, personne. Voilà, tout à fait. Nous-mêmes, entre nous, Congolais, nous pouvons résoudre nos problèmes. Pourtant, aujourd'hui, tout le monde vient pleurer à Paris pour que Paris puisse s'impliquer dans la crise congolaise. C'est encore l'opposition, ça. Vous avez vu aussi le ministre Ngakoso, le ministre des Affaires étrangères, était à Paris pour rencontrer son homologue, M. Jean-Marc Ayrault. François Hollande a reçu Alain Mabankou. On voit quand même que Paris est aussi au centre du jeu au Congo. Donc on ne peut pas comme ça, si on veut, arriver à une solution apaisée. Vous ne pouvez pas, sauf votre respect, M. Siamakoso, nous certifier que M. Jean-Claude Ngakoso, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, chargé des Congolais de l'extérieur, est venu demander l'intervention du gouvernement peut-être pas l'intervention, je ne pense pas. Pas du tout. Il est venu dans un cadre de sa mission officielle, les relations, la coopération qui existe toujours entre la France et le Congo, c'est tout, ça s'arrête là. Mais il n'est pas venu demander une main tendue ou une contribution quelconque du gouvernement congolais pour s'ingérer dans les affaires intérieures du Congo, pas du tout. Par contre, je sais que Alain Mabankou, que l'opposition demande des audiences tous les jours au chef de l'État français, M. François Hollande, afin qu'il puisse s'ingérer. Mais je rappelle que M. François Hollande a ses propres problèmes aussi, a ses propres soucis à gérer que de s'occuper de la gestion du Congo, alors que le Congo a un président et un gouvernement qui a été mis nouvellement en place aujourd'hui 100 ans, 100 jours pour pouvoir gérer le Congo. Non, nous ne sommes pas partants pour demander à ce que la France puisse s'ingérer dans nos affaires. Nous sommes mûrs, nous sommes majeurs, ça fait plus de 56 ans exactement que nous avons acquis notre indépendance. On peut résoudre nos problèmes seuls. Résoudre nos problèmes seuls, et pourtant on a besoin de nos amis. Nous l'avons suivi ces derniers jours, Patrick Gabriel-Dion. L'ambassade du Congo a fait l'objet d'un incendie criminel, selon certains. De Brazzaville, on a accusé les militants de l'opposition, les combattants. De Brazzaville, on dit aussi que la France n'a pas mis assez de moyens pour garantir la sécurité de cette ambassade. Aujourd'hui, déjà, vous, par rapport à cet incident ou encore par rapport à cet acte criminel, quelle est la position, vous, au niveau du PCT France? Alors, nous accusons avec la plus ferme énergie, avec beaucoup de force, nous condamnons avec beaucoup de force l'attitude, que ce soit les opposants radicaux, que ce soit les combattants, enfin, tous les compatriotes, parce qu'il y a que ce sont des Congolais qui ont fait ça. Les compatriotes qui sont mus. On n'a pas encore la preuve. Oui, on n'a pas encore la preuve, mais logiquement, étant sur le terrain de la présomption, on peut croire, on est ancré, parce que ce n'est pas la première fois, c'est pas la première fois que l'ambassade du Congo a été saccagée, on peut croire que ce sont les compatriotes congolais, mus d'un mauvais sentiment, d'un sentiment non patriotique, parce que quand vous allez casser l'ambassade, vous allez détruire l'ambassade. L'ambassade appartient à qui? L'ambassade nous appartient à nous tous, et à vous, et à moi, et à l'opposition, et à la majorité présidentielle. L'ambassade n'appartient pas à son excellence, M. Denis Sassou Nguesso. L'ambassade n'appartient pas au gouvernement congolais. L'ambassade appartient à tout le peuple congolais. C'est notre territoire. Donc, c'est peut-être la 20e fois que ces compatriotes-là vont à tout moment, quand ils ne sont pas d'accord vis-à-vis de quelque chose qui relève de la politique nationale, vont la nuit ou le jour aller saccager les édifices qui coûtent très cher, qui constituent le patrimoine national. Donc, nous, le PCT France, nous disons que nous condamnons ce comportement-là. Et nous pensons que seul le dialogue, seule la concertation, seule la communication, seul l'ombongi peut nous permettre de résoudre nos problèmes. Mais ce n'est pas par la force, c'est pas par... Alors, aujourd'hui, je pense logiquement que l'ambassade a porté plainte, des investigations sont faites, la police
s'est passé, a fait des prélèvements de l'empreinte digitale et consorts. Je pense que d'ici là, nous aurons l'identité de ceux qui ont fait cette forfaiture. Alors, en entendant que vous ayez l'identité, on peut quand même aussi s'étonner. Patrick Gabriel-Dion, vous avez évoqué tout à l'heure les différents saccages dont a fait l'objet cette ambassade, non seulement Paul Valéry, mais aussi de la rue Schaeffer, du côté de l'EGS. On voit quand même que ces bâtiments sont aujourd'hui quasiment à la merci des gens qui peuvent y entrer et intervenir. Comment est-ce que vous expliquez que le gouvernement n'ait pas pris des dispositions afin de sécuriser ces lieux? Il n'est pas trop tard pour bien faire. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Je pense que là, au moment où nous parlons, des dispositions maintenant sont prises dans ce sens-là pour que l'ambassade, à travers le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, puisse mettre un partenariat avec le gouvernement français, avec l'État français, pour qu'effectivement les bâtiments, les édifices publics appartenant à l'État congolais puissent être sécurisés. Et donc vous êtes sûr que désormais, on ne pourra plus vivre de tels actes, notamment dans... Nous le souhaitons. Le risque zéro n'existe pas, mais nous le souhaitons. Des dispositions sont prises dans ce sens-là maintenant. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, les Congolais de la diaspora, qui sont indexés par rapport à cette situation, devraient en fait en assumer les responsabilités si demain, pour certains, on est là-bas que les tracasseries puissent se multiplier dans l'obtention d'actes d'état civil? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. C'est-à-dire que nous devrions... C'est pas que les partis politiques qui devraient normalement condamner cette attitude-là non patriotique de nos compatriotes, même la société civile, même les associations que vous recevez sur votre plateau, elles devraient, ces associations-là, la société civile, condamner aussi l'attitude de nos concitoyens qui vont détruire les édifices publics. Parce que vous détruisez l'ambassade, vous détruisez le consulat, vous détruisez l'OGS. Demain, quand vous allez demander la bourse, vous irez dans quel bâtiment pour déposer votre dossier? Demain, quand vous voulez demander un visa, vous allez dans quel bâtiment du consul si vous voulez vous demander... C'est contradictoire, nous avons un comportement... C'est de l'éternel recommencement. Nous détruisons, nous faisons des travaux, nous détruisons, l'ambassade va faire des travaux, ainsi de suite. C'est pas bien comme ça là. Alors que cet argent-là pouvait servir à faire d'autres investissements pour contribuer au développement socio-économique du pays. On est là à investir sur le même bien, le même objet, alors qu'on a du travail. Patrick Gabriel, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui la diaspora joue bien son rôle par rapport à la situation que nous vivons actuellement? Oui et non. Oui. Oui et non, oui, parce que la diaspora contribue maintenant au débat politique. Au débat politique international, au débat politique national. Non, parce que la diaspora ne constitue pas encore une grande force capable de dire non à une opposition radicale. Non à une opposition, peut-être pas armée, mais à une opposition, oui, armée, à une opposition armée. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal que la dernière fois, nous avons vu les associations et les partis de la majorité présidentielle qui ont fait un sitting un dimanche, place Victor Hugo. L'opposition dite radicale est venue avec des marteaux, avec des couteaux, pour agresser d'autres concitoyens qui sont en train de faire paisiblement un sitting. Ça, c'est pas normal. Donc, moi, je pense que la société civile devrait s'investir davantage pour condamner avec fermeté, avec beaucoup d'énergie, l'attitude de nos concitoyens, qui est une attitude rebelle, qui est une attitude de force, de puissance, qui est là pour pouvoir ternir l'image du peuple, l'image de la communauté congolaise en Europe. Alors, on va terminer cet entretien, Patrick Gabriel-Dion, repartir à Brazzaville. On n'a pas vu le PCT durant la campagne présidentielle. Très discret, pas grand-chose, pas d'événements. On scrute les images, on voit très peu les drapeaux et les fanaux du PCT. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que à chaque fois qu'il y a une élection, il faut mettre en place une stratégie. Et je pense que le fait que la présence du PCT ait été plus ou moins discrète, c'est le fruit d'une stratégie politique qui a été mise en place par le PCT. Voilà, c'est sur cette stratégie qu'on ne devrait peut-être pas les détails, qu'on va se terminer. Merci encore, Patrick Gabriel-Dion. Je vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi l'entretien du jour. Merci pour votre fidélité. Merci à Noko Kukumunga Koso pour les images. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.